La relation, c'est le lieu idéal de transformation, de travail sur soi. Ça sert à ça, une relation. C'est de grandir intérieurement, de s'améliorer. Si on peut se remettre en question, si on peut s'en servir de la relation pour s'améliorer, pour trouver quelles sont nos responsabilités dans cette relation-là. Alors, la relation, ça dépend de ce qu'on fait avec. Ça peut être un moyen de nous détruire, mais ça peut être un tremplin. Puis c'est un choix. C'est un choix quotidien. Si la relation a pu créer en nous des zones fragiles, elle peut aussi transformer ces zones-là, puis créer de nouvelles zones positives, puis amplifier les zones positives qu'on a déjà. Alors, c'est pour ça que j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance à la relation. Salut et bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant. Surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel en bonne santé et ce sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Super. Bonjour Colette. Je suis vraiment content que tu sois présente pour l'émission Génération 120 ans. Pour donner un peu de contexte aux auditeurs concernant l'enregistrement, en fait, il faut savoir qu'on enregistre à distance en ce moment et donc je tiens à m'excuser par avance pour le son qui sera du coup moins qualitatif que d'habitude. Malheureusement, le contexte actuel a fait qu'il n'était pas possible de se rencontrer et comme je te l'ai dit, j'aurais vraiment adoré pouvoir te rencontrer, Colette. Mais bon, ce sera partie remise, que ça soit à Paris ou à Montréal, puisque tu es du Canada. En attendant, comme je te l'ai dit, je suis assez content d'être avec toi parce que tu es spécialiste de la communication et des relations humaines. Et aujourd'hui, on va parler du concept que j'ai découvert grâce à toi, qui est l'approche non directive créative, ou encore ANDC. Un concept que tu as créé et développé il y a quelques années et qui permet en gros de grandement améliorer ses relations interpersonnelles au quotidien. Et ceci dit, je dois dire que je suis quand même assez impressionné par ton profil et ce que tu fais. Tu as écrit quand même plus d'une dizaine de livres. C'est assez impressionnant. Tu as fondé 2 écoles également, une à Montréal et une à Paris autour de ce concept qu'est la NDC. Mais ce qui est mieux, je pense, Colette, c'est juste avant de rentrer dans le vif du sujet que je te laisse te présenter comme tu l'entends. Alors, je ne sais jamais quoi dire quand on me dit de me présenter. J'aime toujours mieux être présentée. Puis je trouve que ce que tu viens de dire, c'est une bonne introduction, Liron. Puis moi, je pense que l'entrevue va permettre de me faire connaître davantage parce que c'est pas par mes titres là qu'on va me découvrir, c'est probablement parce que je vais dire pendant cette rencontre qu'on a avec toi, entre toi et moi. Là. Oh, super. Bon, ça marche. En tout cas, tu es originaire du Canada, c'est ça? Oui, je suis québécoise et très fière de l'être, même si j'adore la France et les Français. Oui, parce que tu jongles entre Montréal et Paris. Oui. Parce que j'imagine, parce que tu as tes 2 écoles autour de la NDC qui s'y trouvent. On a à l'école, je dirais que le siège de l'ANDC, des écoles, est à Montréal, mais il y a une école à Ottawa, il y en a une à Québec et il y en a une à Paris. Ah, d'accord. Donc, 3 écoles, en fait. J'ai dit 2, mais… Ça fait 4 écoles. OK, 4 écoles.
Ok. Top. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que c'est la NDC. Je t'avoue que jusqu'à ce que je discute avec toi, je n'avais jamais entendu parler. Et c'est pour ça aussi que je voulais parler avec toi parce que j'étais très curieux par rapport à ça. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et ensuite qu'on puisse développer ensemble les sous-concepts de cette méthode? Bon. Écoute, l'ANDC, c'est une approche qui est centrée sur la relation. Tout part de la relation parce que moi, je me suis rendu compte que toutes nos forces, nos grandes énergies de base viennent de notre relation. On a reçu des belles choses, on a reçu des énergies positives, on a reçu des forces psychiques importantes, mais il y a aussi des faiblesses, il y a aussi des zones fragiles en nous qu'on appelle des blessures. Et ça vient de nos relations aussi. Alors, on a les deux. Et pour moi, la relation, c'est ce qui peut nous détruire comme nous construire. Et j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là de façon à ce que créer des relations, apprendre à créer des relations qui transforment les affects négatifs qu'on a acquis au cours de notre histoire de vie en affects positifs. C'est si la relation a pu créer en nous des zones fragiles, elle peut aussi transformer ces zones-là, puis créer de nouvelles zones positives, puis amplifier les zones positives qu'on a déjà. Alors, c'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à la relation. Alors, c'est une approche d'abord centrée sur la relation. Il y a d'autres sous-thèmes, mais c'est d'abord la relation. Donc, si je comprends bien, d'après ce que tu dis, c'est que on a des blessures qui sont créées par les relations, donc j'imagine par les parents, par notre éducation, enfin par tout ce qui se passe autour. Et donc ces blessures, elles se forment on a tous des blessures, donc on aura peut-être l'occasion d'énumérer ces blessures-là. Et par la suite, grâce à l'outil qui est la relation, qui est les personnes du quotidien, on peut utiliser cette relation-là pour guérir de ces blessures-là. Donc, c'est se servir quelque part, entre guillemets, de l'autre pour se guérir. C'est ça? Se servir de la relation avec l'autre. Pas se servir de l'autre, mais apprendre à se créer des relations qui sont bénéfiques, qui sont transformatrices intérieurement. Parce que c'est sûr que la relation parfaite où il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de douleur, où il n'y a jamais rien, ça n'existe pas. Il faut être réaliste. C'est vrai que ça vient de notre éducation, nos blessures, hein? Blessures d'humiliation, d'abandon, d'exclusion, de rejet, de dévalorisation, de trahison. Toutes ces blessures-là viennent de l'éducation, mais l'éducation, c'est pas juste enfants, c'est pas juste nos parents. Ça peut venir aussi d'intimidation qu'on a vécue à l'école de la part de nos camarades. Et ça peut venir de nos premières histoires d'amour. Ça peut venir de nos profs, de certains de nos profs. Mais c'est quelque chose qui nous a fragilisés psychiquement, puis qui fait qu'aujourd'hui, dans nos relations, on est facilement déclenché dans ces ondes-là. Puis c'est ça qui fait que la relation, c'est-à-dire que ces blessures-là peuvent être amplifiées ou améliorées, soulagées, transformées. C'est ça. Ok. Ouais, tout au long de la vie, en fait, je ne sais pas si on peut se prémunir, mais on peut avoir des blessures par nos différentes situations. Et après, c'est utiliser la relation, donc voir ce qui se déclenche en nous pour pouvoir ensuite faire une introspection et travailler sur soi et corriger nos blessures. Oui, en fait, je ne sais pas si on peut dire corriger ou transformer ou adoucir mais c'est le mot que tu as employé là, c'est le mot travail sur soi. C'est là que ça se passe. Travail sur soi. C'est pas l'autre qui fait ça, hein. On ne peut pas changer les autres parce qu'on le sait. Toi et moi, on sait ça. Moi, à l'âge que j'ai, là, je peux te dire que j'ai bien essayé, surtout mon amoureux, là, parce que ça va faire 60 ans qu'on est ensemble au mois de juin prochain.
Alors, Wow. je te garantis que j'ai essayé de le changer, mais ça marche pas, heureusement, parce que quand on réussit à changer quelqu'un, après, on l'aime plus, là, parce qu'il n'est plus lui-même. C'est ça qui se passe. Mhm. Alors, la relation, c'est le lieu idéal de transformation, de travail sur soi. Ça sert à ça, une relation. C'est de grandir intérieurement, de s'améliorer. Si on peut se remettre en question, si on peut s'en servir de la relation pour s'améliorer, pour trouver quelles sont nos responsabilités dans cette relation-là. Alors, la relation, ça dépend de ce qu'on fait avec. Ça peut être un moyen de nous détruire, mais ça peut être un tremplin. Puis Ouais. c'est un choix. C'est un choix quotidien. Ouais, tout dépend du choix que l'on veut faire. Et, mais en gros, si je comprends bien, c'est que sans l'autre, en fait, on peut difficilement évoluer ou alors ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Alors que si on utilise la relation, bah, c'est un moyen, on va dire peut-être, je ne sais pas si accéléré, mais en tout cas un moyen de vraiment construire et d'évoluer personnellement grâce à l'autre. Moi, là, j'aime ça ce que tu viens de reformuler parce que moi, je trouve que la relation, c'est la relation affective, là, c'est le meilleur moyen de travail sur soi, d'amélioration, d'intériorisation, parce que ça nous atteint émotivement, ça nous atteint au plan psychique. Alors, c'est sûr que ça nous fait grandir. Se couper de la relation, je dis pas qu'on peut pas grandir, mais c'est contre nature. On est né de la relation, on a grandi en relation, donc c'est contre notre nature. La nature humaine n'est pas faite pour être isolée. On serait né chacun sur notre île déserte. Si ça avait été, ce qui n'est pas le cas. On a vu tellement de choses dans l'histoire. Évidemment, je pense à Tom Hanks, là, avec Seul au monde, qui se retrouve sur une île déserte. On voit comment il personnifie un ballon avec lequel il communique pour se créer une relation. Il a besoin de relation. C'est toute l'histoire de Robinson Crusoe qui nous revient aussi. Hein. Le besoin de relation est inné, c'est dans la nature même de l'être humain, puis même des animaux. Ouais. Qui se trouvent en groupe, qui sont pas solitaires. Hein. C'est ça. Ouais, non, c'est super important. J'avais vu d'ailleurs une étude, alors je m'en souviens plus, que si les bébés ou les enfants étaient privés de relations, en tout cas de leurs proches, et en l'occurrence de leurs parents, bah, ils avaient des retards mentaux, ils avaient beaucoup de mal après à se développer personnellement, à avoir des relations avec les autres et qu'ils étaient même enclins à la dépression et enclines à la dépression. Et À que, des maladies psychiques importantes, c'est voilà. ça. C'est surtout la relation affective. C'est pas n'importe quelle relation. Alors, qu'est-ce C'est qu'on pas une entend par relation affective? impersonnelle. C'est-à-dire là où on a besoin de la relation affective. Moi, on a besoin de s'attacher. Christophe André, là, dans son dernier livre, ces liens Des attaches? qui nous unissent ou quelque chose du genre, on peut pas vivre sans attachement. L'enfant à l'école, il aime l'école s'il aime son prof. C'est comme ça que ça se passe. Il aime les maths s'il aime son prof de maths. Quand on vieillit, on a un objectif plus élevé. On se dit, on peut passer par un prof moins intéressant, auquel on est moins attaché parce qu'on est attaché à notre objectif. On peut raisonner ça. Mais les enfants et les ados, ils ne font pas de cadeaux, Dieu merci. J'ai travaillé 20 ans avec des ados. J'adore les ados parce qu'avec les ados, on connaît leur juste. Et c'est clair qu'ils ont besoin d'attachement. L'être humain a besoin d'attachement. Là, il faut défaire la croyance qu'il faut pas s'attacher. Non, on peut pas vivre sans attachement. C'est contre nature. Alors, moi, j'ai enseigné toute ma vie. Je m'attache à mes étudiants. Je sais que la plupart, je les reverrai pas. Mais si je décide que je m'attache pas parce que je les reverrai pas, ben tout le temps que je suis avec eux, je vais manquer quelque chose de fondamental, puis eux aussi. Alors, je me dis, je profite de cette relation-là, je m'attache à eux, je me laisse les aimer,
puis leur donner le meilleur de moi. Puis ils partiront, ça va être un deuil, mais c'est la vie, on avance, on découvre d'autres personnes, on s'attache, puis ça continue. C'est comme ça. Ouais, donc c'est prendre le temps de s'attacher pour créer une relation affective. Parce que d'après ce que tu as dit, du coup, les relations interpersonnelles, ça ne veut pas forcément dire relation affective. Relation affective, c'est une relation à partir du moment où on crée quelque chose, peut-être, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais profond. Ou en tout cas, on a quelque chose de beaucoup plus, une attache qui est beaucoup plus forte avec la personne. Oui, ça c'est sûr, mais en même temps, tout est affectif. Hein. Tu le sais, tout est affectif. Si je vais dans je sais pas, moi, bon, hier, j'étais voir l'exposition de la collection Mozov, là. La personne qui t'accueille à l'entrée, la façon qu'elle t'accueille, ça t'ouvre le cœur ou ça te le ferme. Puis tu la connais pas, tu l'as jamais vue. Mais c'est comme ça. Alors, on est tous des êtres essentiellement émotifs, affectifs. C'est une réalité, ça. On compose avec ça. Ça sert à rien de se faire croire que c'est pas ça. C'est ça la vérité. Alors, toute relation est affective, mais à différents degrés, évidemment. L'attachement, je veux dire, la personne qui m'accueille au musée, je la reverrai probablement jamais. J'ai pas d'attachement. Mais il reste que son accueil, son sourire, ben moi, ça m'ouvre le cœur. Alors, c'est comme ça, c'est dans notre nature même. Est-ce que ça veut dire qu'on apprend du coup de chaque personne? Parce que je suis sûr qu'on apprend des relations affectives, mais par exemple, s'il y a une personne, on prend l'exemple de la personne qui t'a fait entrer dans le musée, si elle avait une réaction qui t'avait provoqué quelque chose, est-ce que du coup, c'est un moyen pour toi de rentrer en introspection et de comprendre pourquoi il a eu cette réaction? Ah oui, bon, tout peut m'amener à introspecter, hein, tout. Plus je suis sensible, plus je me laisse toucher, moins je suis coupée, hein, moins je suis défensive, mais tout peut me toucher. Maintenant, bon, à un moment donné, c'est sûr que des fois, il faut que ça arrête, là, parce que je vais travailler sur moi nuit et jour. C'est sûr que la personne qui m'accueille froidement, bon, je vais me dire, bon, je me pose pas de questions, je l'observe, c'est tout. J'observe que ben ça me fait moins plaisir que si elle sourit, puis si elle me dit bonjour, puis mais il reste que c'est moi qui fais le choix, là. Des fois, je passe. J'appelle ça passer. Je passe. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne vais pas me questionner trop parce que je finirais par ce serait obsessionnel finalement. Oui. Mais il y a des personnes puis des événements qui m'amènent à me remettre en question, à prendre conscience de ce que je vis, des besoins, de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Là, ça me fait grandir, oui. Oui. Ouais, parce que est-ce que selon toi, on attire certains types de personnes en fonction des situations, des choses que l'on pourrait vivre, et que tant qu'on n'a pas résolu ces choses-là, on a toujours les mêmes types de personnes qui reviennent dans notre vie? Est-ce que tu as pu remarquer ça ou c'était quelque chose? Oui. Je pense que je ne suis pas la seule à dire ça, mais tu touches les systèmes relationnels. Hein. On s'attire toujours le même genre de personnes, puis on tombe dans des mêmes systèmes tant qu'on n'a pas fait le travail qu'on a à faire sur nous-mêmes. On parle des systèmes. Là, moi, je me suis beaucoup intéressée aux systèmes parce que j'ai même écrit un livre là-dessus. Hein, sur les systèmes relationnels. Quel système relationnel êtes-vous prisonnier, c'est ça? Bon. Alors, quand je parle de système, il y a abandonné que déserteur, manipulateur manipulé, bourreau victime, juge coupable, ange démon, parent enfant. On établit des systèmes dans la relation, puis le problème, c'est que on voit toujours le bon puis le méchant là-dedans. Puis c'est ça qu'il faut il faut se libérer de il faut se libérer de ça parce qu'on n'aide personne. Je regarde actuellement dans la société, là, il y a les bourreaux, il y a les victimes, mais les deux ont quelque chose à travailler. On se met à s'occuper juste de l'un puis pas assez de l'autre, on ne changera rien au bout du compte dans notre société. Oui. Alors, les deux, dans une relation, si je suis la victime, puis que je me laisse agresser, puis que si je fais pas un travail
pour regarder qu'est-ce qui part de moi aussi là-dedans. Ça n'enlève pas la conséquence que l'autre a à vivre. Là. Ça ne veut pas dire que j'excuse. Mais on a un travail à faire des deux côtés. Dans une relation de couple, dans une relation parent-enfant, avec certains amis, et avec le patron, il y a des fois que les systèmes se créent, beaucoup dans les relations amoureuses abandonnées que déserteurs. Là, ça touche l'engagement. Alors, oui, moi, je pense que c'est une affaire à deux. C'est toujours une affaire à deux. Toutes nos relations, c'est une affaire à deux. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester ensemble là, à vie parce que quand c'est plus possible. Mais même si je me sépare de l'autre, c'est important que je regarde qu'est-ce qui part de moi dans ce qui m'est arrivé pour pas le répéter. Oui. Parce que sinon, je vais le répéter. Hein. L'inconscience, ça fait répéter les mêmes histoires. Alors, moi, je parle beaucoup dans mon dernier livre qui s'appelle « Au cœur de l'intelligence », de l'intelligence irrationnelle. Alors, on a beaucoup assez parlé de l'intelligence rationnelle depuis des siècles. Alors là, je trouve qu'avec les neurosciences, on doit inclure l'intelligence irrationnelle. C'est-à-dire que être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, les émotions, les sentiments, les besoins, la vie spirituelle aussi, l'énergie divine, appelons-le ce que vous voulez, ça n'a pas de rapport avec les religions ni les croyances. C'est juste rapport à croire qu'il y a à l'intérieur de nous quelque chose de grand qu'on peut consulter, quand on lâche prise, mettons. Oui. Alors, tout ça, si je fais pas ce travail-là, ça s'appelle l'intelligence intrapersonnelle, qui est un nom qui a été donné par Gardner, intrapersonnelle. Si je fais pas ce travail-là, c'est sûr que là, je vais avoir un fonctionnement inconscient. Nous autres, les êtres humains, là, on réagit. On est blessé, on réagit défensivement. C'est normal. On choisit pas nos émotions. Si on se parle en ce moment, Léron, mettons que tu as un téléphone de ton père qui te dit que ta mère est à l'hôpital, tu ne te demanderas pas comme question quelle émotion je vais vivre en ce moment. Ton émotion va changer spontanément. On n'a pas de pouvoir sur l'avènement de l'émotion dans le psychisme. On n'a pas de pouvoir non plus sur l'avènement de nos défensives. On va se défendre exactement comme on s'est défendu enfant pour survivre, pour souffrir moins. Le but, c'est qu'on ne veut pas souffrir. Oui. C'est ça la peur de l'engagement, c'est la peur de souffrir en relation. Alors, si on ne prend pas conscience, si on ne fait pas ce travail de prise de conscience, d'auto-observation, c'est sûr qu'on répète. Puis ça, c'est un travail à vie. Ça ne sert à rien de vous faire croire le contraire. Là. Moi, je approche les 80 ans, puis je n'ai pas fini. Je sais que ça va être jusqu'à la fin. En même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans parce que quand il m'arrive des situations difficiles, je choisis de m'en servir pour avancer. Puis c'est ça qui est agréable, de voir que j'avance. Bon. Oui, c'est vrai que c'est un travail qui prend énormément de temps et c'est vrai que des fois, on veut tout de suite et on veut que on s'améliore tout de suite, mais en réalité, c'est un travail de toute une vie. Donc, ça peut être un côté frustrant, mais le fait que tu te dises que finalement, tous les jours, je progresse et j'avance, quelque part, c'est positif et c'est ça le plus important. Et non, c'est super intéressant. Et pour revenir à la NDC, du coup, on se sert de la relation pour évoluer personnellement. Donc, c'est ça. Juste avant d'expliquer comment ça fonctionne, peut-être, pourquoi tu as créé cette méthode? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'intéresses à ça? Est-ce que tu as ressenti un manque quelque part? Est-ce que tu as eu un événement qui a fait que tu te dis, allez, il doit y avoir quelque chose dans la communication à faire? Moi, je suis convaincue, là, tous ceux qui créent quelque chose là, dans le domaine où on est, là, même dans tous les domaines, quand j'ai commencé ma thèse de doctorat, mon directeur de recherche a dit, on était une quinzaine, il nous a dit, c'est quoi le lien entre votre sujet de doctorat et vous? Moi, j'ai dit, je suis à la bonne place.
J'ai tout de suite compris que j'étais à la bonne place, puis j'étais à Paris. Hein. J'étais pas dans mon pays, j'étais vraiment à la bonne place. Et en fait, c'est ça la réalité, c'est que tout part de nous. Donc, moi, ce qui fait que j'en suis venue à créer l'ONDC, c'est mon expérience de vie, évidemment. Mmh. J'ai reçu beaucoup de mes parents. J'ai reçu des forces incroyables, des valeurs extraordinaires, mais il y a eu des blessures, comme eux étaient blessés aussi, puis comme nous, on blesse nos enfants, même si c'est pas ça qu'on veut. Alors, j'ai connu ce que c'était qu'un éducateur qui me stimule, qui me valorise, qui croit en moi, qui m'aiment pour ce que je suis, mais j'ai connu aussi des éducateurs qui ont créé en moi, qui m'ont dévalorisé, qui ont étouffé la confiance, l'amour de moi. Bon, comme la plupart, comme tous les êtres humains, je dis pas la plupart, comme tous les êtres humains. Mais comme je suis moi, mon type d'intelligence, si j'ai l'occasion d'en parler avec toi, je suis principalement une intelligence sensitive. Alors, je percevais tout émotivement très fortement. Et bien sûr que j'ai souffert et ma réaction, ça a été d'aller voir dans des livres. Parce que à l'époque, les psychologues, là, puis les thérapeutes, là, dans mon village, il n'y avait pas ça. Alors, puis j'avais honte de ce que je vivais, j'avais honte de ce que je ressentais, je me sentais pas normale. Alors, j'ai cherché dans les livres, et puis évidemment, c'est quand j'ai commencé à enseigner que j'ai commencé avec les ados, que j'ai vu mes ados traverser des affaires que moi j'avais vécues, que je les entendais parler de choses que j'avais pas osé dire, puis que je pouvais les comprendre tellement que là, j'ai eu envie de faire quelque chose. Ça a commencé là, à vouloir faire quelque chose pour avoir un enseignement puis une approche de ces jeunes-là qui puissent les propulser, les aider, quel que soit leur type d'intelligence, parce que l'école est faite pour les rationnels. L'école est faite pour les gens qui ont une intelligence spéculative. Les gens qui ont une intelligence pratique puis une intelligence intuitive et sensitive à l'école, ben c'est pas fait pour eux en général. Ouais. Alors ces gens-là, c'est sûr qu'ils n'aiment pas l'école, ça les intéresse pas ce qu'on essaie de leur enseigner. Surtout quand on passe à côté de leur porte d'entrée. Si tu rentres chez ton voisin par la fenêtre, il te laissera pas rentrer. Puis si tu veux rentrer chez ton voisin par ta porte à toi, tu vas pas rentrer chez lui. Alors, c'est de trouver c'est quoi sa porte pour pouvoir l'atteindre dans ce qu'il est. Après ça, il va s'ouvrir parce que là, c'est comme moi avec celui qui m'accueille au musée. Il va m'ouvrir le cœur ou bien il va me laisser indifférente ou il va me le fermer, le cœur. Ben, moi, je pense que quand on travaille avec les gens, il faut leur ouvrir le cœur. Il faut leur ouvrir le cœur, puis pour ça, il faut passer par leur porte, par ce qu'ils sont, par leur type d'intelligence. Puis après ça, là, leur porte est ouverte. Une fois que leur porte est ouverte, qu'ils te font confiance, qu'ils savent que tu les aimes, que tu crois en eux, ben à partir de ce moment-là, là, ils sont prêts à tout, ils sont prêts à apprendre, ils sont prêts à découvrir. Tu vois? Il faut qu'il y ait une expérience émotivement agréable de l'apprentissage pour s'ouvrir à l'apprentissage. Si on a une expérience désagréable de l'apprentissage, la porte est fermée. Alors, on parle dans le vide, là. Hein? On parle dans le vide. Alors, je vois que je suis passionnée. Hein? Je suis passionnée. Oui, non, c'est passionnant ce que tu dis, ouais. Et moi-même, j'ai vécu un peu ça, et puis j'ai aussi, ça fait écho à pas mal de choses en moi. Du coup, si je comprends bien, c'est qu'il faut être assez curieux envers la personne en face de soi et faire quelque part, pas l'enquêteur, mais essayer de découvrir ce que la personne aime, ce qu'elle fait. Et puis, en fait, parler des sujets qui l'intéressent pour pouvoir l'ouvrir et après pouvoir parler d'autres choses. C'est un peu ça l'idée? C'est ça, ouvrir le cœur, mais il faut qu'il y ait un attachement. Il faut qu'il y ait une relation.
faut créer la relation. Alors, comment on crée une relation si la personne, elle est, on va dire, elle est fermée ou peut-être on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde Aller vers l'autre, l'écouter, la faire parler, montrer un intérêt sincère, essayer de la découvrir, essayer de la comprendre, ne pas essayer de passer mes idées puis ma façon de voir la vie, essayer de comprendre la sienne, de saisir la sienne. Là, la personne se sent importante, elle se sent exister. À ce moment-là, elle va progressivement s'épanouir, puis s'ouvrir à plein de choses. Alors, moi, ce que j'ai fait avec mes ados, c'est je les appelle mes ados. Je les ai écoutés, j'ai parlé avec eux. C'est pas juste comme j'avais un programme à faire passer. Puis eux, il fallait qu'ils passent à travers ce programme-là s'ils voulaient passer au degré suivant. Mais je consacrais du temps pour parler avec eux, pour les faire parler en classe, pour les intégrer, parce que dans un groupe, le besoin d'appartenance est fondamental. Alors, le jeune qui est pas intégré, il est très malheureux. Essayez pas de faire rentrer quelque chose dans la tête, il souffre énormément. Alors, le jeune intimidé, rejeté, oublié, auquel on est indifférent, c'est horrible, c'est horrible. Il faut que ces jeunes-là, puis les adultes, c'est pareil, il faut pas se faire croire que nous, on a dépassé ça, là. C'est pas vrai, là. On n'a pas dépassé ça. On est dans un environnement où on se sent appartenir, on se sent intégré. Alors, dans les classes, c'est pareil. L'enfant, s'il n'est pas intégré, alors donner de la valeur à sa parole devant les autres, le reconnaître devant les autres, qui est le sentiment qui existe puis qui est intelligent, même si ses notes sont pas bonnes dans la classe. Parce que son type d'intelligence n'est pas reconnu. Alors, le valoriser. Mais c'est ça, entrer en relation avec les autres. Ça va de soi, c'est facile, sauf quand on est blessé. Quand on est blessé, ben là, il y a d'autres choses, il y a tout un autre travail à faire. Mais enfin. J'ai l'impression, ce que tu dis, c'est ce que font les enfants de bas âge naturellement, mais quelque chose qu'on a perdu en étant ado et même en étant adulte, c'est d'aller spontanément vers les autres. Enfin, j'ai toujours de la fascination quand je vois les enfants, bon, déjà par l'aspect physique et la mobilité qu'ils ont, etc., mais surtout de l'aisance qu'ils ont à aller spontanément vers les autres, à dire tiens, voici ça, t'aimes bien ça, et j'ai l'impression que c'est revenir à ça finalement, et c'est quelque chose qu'on a perdu. Oui, oui, puis il y a que c'est naturel pour eux, puis il y en a pour qui c'est plus naturel que d'autres. Je regarde mes petits-enfants, là. Il y en a, j'ai une de mes petites filles, elle va vers les autres. Avoir un autre enfant, c'est un ami potentiel automatiquement. Son frère est plus réservé. Lui est plus rationnel, est plus réservé. Alors, elle a plus l'intelligence relationnelle. Lui, il a plus l'intelligence rationnelle. C'est extraordinaire, on a besoin des deux. Alors, pour lui, ça demande plus d'efforts pour elle. Mais plus ils vieillissent, évidemment, il peut arriver des événements qui fassent que elle soit réprimée dans son élan naturel. Alors là, il y a des choses qui changent, bien sûr. Qu'elle soit rejetée, peut-être. C'est pas le cas jusqu'à présent. Dieu merci. Oui. Mais c'est tout ça, là, Léron, c'est juste pour nous amener. C'est ça l'approche que j'utilise. Hein. J'ai été influencée parce que c'est une approche. C'est pas une méthode, c'est une approche. Par exemple, la CNV vient de la même source, dans le sens qu'on est des thérapies ou des approches humanistes. Rogers, on vient de Rogers, de Maslow, de ces gens-là. Mais l'approche, elle passe par la personne même. C'est pas une méthode. Il y a des méthodes dans l'approche non directive créatrice, mais c'est pas ça l'approche. L'approche est centrée sur la relation, puis non seulement la relation avec l'autre, mais la relation avec soi. Et là-dedans, j'ai été influencée par Georgi Lozanov, qui est un Bulgare qui a créé la suggestologie, qui est peu connu ici.
Mais moi, quand j'ai découvert cet homme-là, pas personnellement, mais par le biais de livres puis d'une personne qui a travaillé avec lui, j'ai dit, c'est ça, c'est ça. J'ai tout de suite accroché à sa façon de voir. Il était médecin, il était thérapeute, puis il était enseignant. Et lui, il s'est rendu compte que dans les trois cas, ce qui faisait qu'une personne s'améliorait, s'ouvrait à la connaissance, s'ouvrait aux autres, ben c'est la relation qu'elle avait avec les aidants. Alors, et c'est tout le travail que l'aidant fait sur lui-même pour que son attitude, l'attitude, c'est ce qui se dégage de moi. L'attitude, c'est le reflet de mes pensées, de mes émotions, de mes besoins, de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, alors que son attitude et son comportement soient cohérents. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre ce que tu fais, ce que tu dis, puis ce que tu es. Et ça, c'est sacré. Pour moi, c'est sacré. C'est-à-dire que ça revient à l'authenticité. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle La communication authentique. En fait, c'est un travail d'une vie. Parce que pour être aimé, on a tous un petit côté personnage quelque part pour aller chercher de l'amour. On peut pas blâmer les autres. On a tous ça. Quand notre besoin d'être aimé est menacé puis qu'on a souffert quelque part d'un manque d'amour, c'est clair que on va peut-être se trahir pour être aimé. Alors, c'est tout ce travail-là d'authenticité, de cohérence. C'est un travail de connaissance de soi, d'amour de soi pour être de plus en plus cohérent, pour que le message qu'on envoie à ceux qu'on veut aider soit un message unique et non pas un double puis un triple message. Alors là, les doubles puis triples messages, ça crée des problèmes psychiques assez importants quand ça se prolonge à long terme, oui. Ok, donc c'est important de faire un travail sur soi avant d'être bien avec les autres. C'est-à-dire que pour être bien avec les autres, en tout cas, communiquer de façon authentique et on va dire avec l'ANDC, avec une approche ouverte, si moi, j'ai pas fait un travail sur moi, ça va être très compliqué. Écoute, ou est-ce qu'on peut faire les deux en parallèle, plus ou moins? Il y a une chose que je vais dire, que je trouve importante. Il y a deux choses là-dedans, mais la première, c'est que on part pas tous à la même place. Il y a des gens qui ont été plus blessés que d'autres dans leur histoire. Alors, ces gens-là, il y a des gens pour qui c'est pas facile. Ça demande plus de travail. Il y a des gens, on dirait qu'ils ont ça naturellement. Ça va de soi pour eux. Tant mieux, tant mieux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas leurs épreuves dans la vie, là, mais ça va être d'un autre ordre, probablement. Alors, puis la deuxième chose, c'est qu'on a tendance à croire que le chemin qu'on fait, c'est celui que tout le monde devrait faire. Moi, quand j'entends, telle personne, elle n'a pas travaillé sur elle. Oh, ça, je mets un gros bémol là-dessus parce que elle a fait son chemin. Elle a fait le travail qu'elle avait à faire par les moyens qu'elle avait, puis ce dont elle avait besoin, puis elle a suivi son chemin. C'est pas parce que c'est pas le mien que c'est pas un bon chemin. C'est à moi à m'adapter au chemin de l'autre, puis à assumer le mien, puis ensemble, on va faire du chemin, justement. C'est ça. Ben, moi, j'ai beaucoup de respect pour je vois ça dans les couples. Quand je commence ma formation, je leur dis, là, écoutez, votre conjoint, là, c'est pas parce qu'il fait pas la même formation que vous qu'il fait pas de chemin. Il fait un chemin, mais c'est son chemin. Alors, on a à vivre avec chacun nos chemins, puis c'est ça l'intérêt, parce que c'est avec ça qu'on apprend. C'est avec ça qu'on découvre. Si on était tous pareil, ça marcherait pas. Ça serait pas stimulant. Alors, j'ai beaucoup de respect pour le chemin de chacun. Mais c'est pas frustrant, Colette, de se dire, parce que moi, ça me parle, hein, mais que l'autre, on voit que, ok, il fait son chemin, mais quelque part, on sait qu'il doit changer. Il doit faire les choses pour changer, mais que nous, on peut pas lui imposer, on peut rien faire. C'est un côté frustrant, non? Enfin, c'est-à-dire, on se dit, il fait son chemin, et puis peut-être un jour, il aura le déclic et il fera par lui-même. C'est-à-dire que nous, on n'a plus ça sert à rien quelque part de lui dire, faut que tu changes, ou lui donner des conseils. C'est cette personne-là qui
arrivera un jour peut-être à avoir ce déclic et à changer? C'est sûr qu'on ne peut pas changer les autres. Moi, j'aime pas ça quand le monde essaye de me changer, là, qui voudrait que je sois autrement. Mais il n'y a personne qui aime ça, là. Alors, moi, je pense qu'on a à travailler à être nous-mêmes, à dire ce qu'on ressent. Si ça fait changer l'autre, tant mieux. Tant mieux. Mais qu'est-ce qui peut me dire que l'autre, en quoi je peux dire que l'autre n'est pas correct, qu'il devrait être autrement? C'est quoi le critère? Est-ce que je suis le seul point de référence de l'humanité? Moi, là, non. Alors, il y a un travail d'humilité là-dedans. Il y a un travail d'humilité. Ça, c'est vrai. Moi, je viens d'un milieu simple. Mon père était cultivateur puis il n'était pas instruit. Pour lui, il a énormément souffert de ne pas être instruit parce qu'il a été obligé, comme aîné de famille de 12 enfants, de laisser l'école pour remplacer son père qui avait la sclérose en plaques sur une ferme. À 14 ans, il a pris la charge d'une ferme avec des frères et sœurs qui étaient un par année là, à cette époque-là. Alors, lui a souffert de ne pas avoir l'instruction, puis il nous a tous... il a travaillé toute sa vie pour d'abord apprendre. J'ai toujours vu mon père avec un livre dans les mains et pour nous donner ce qu'il n'avait pas eu la chance d'avoir. Mais il nous a dit une chose que, en tout cas, moi, je n'ai pas oublié. Je vous donne la possibilité de vous instruire, de faire les études que vous avez envie de faire, mais surtout, ne vous croyez pas supérieur aux autres pour ça. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Je l'ai jamais oublié parce que lui n'est pas instruit, puis ça a été peut-être la personne dans ma vie de laquelle j'ai le plus appris. Il n'était pas parfait, mon père, il avait ses défauts, tout ça, mais il m'a beaucoup appris. Et c'est peut-être l'être au monde qui m'a le plus valorisé, reconnu. Je lui dois beaucoup. Et ce qu'il m'a apporté, c'est par ce qu'il était. C'est pas par ses connaissances, bien que c'était un autodidacte, c'est par ce qu'il était. Alors, je me dis, on a quelque chose à apprendre de tout le monde. Ça, je l'ai appris de mon père. Je veux pas oublier ça. Je veux pas oublier ça. C'est pas parce que j'ai un doctorat que je suis supérieure aux autres. Non, je le crois fondamentalement pas. Puis, j'ai vu mon père prendre un verre avec les sans-abri dans mon village. J'ai eu honte. Et quand je lui ai dit, je t'ai vu, puis j'ai eu honte, il m'a répondu, je le fais une fois par mois parce que j'ai quelque chose à apprendre de ces gens-là. Puis il me répétait encore la même chose. Oublie pas que tout le monde a quelque chose à t'apprendre. C'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est sûr que ce qui fait qu'on voudrait changer les gens, moi, le plus difficile pour moi, c'est quand je vois souffrir une personne, puis que je suis impuissante, puis que je sais que je peux pas la sauver. Je peux pas la prendre en charge parce que si je la prends en charge, je la maintiens dans un manque de confiance en elle. C'est comme lui dire, t'es pas capable, faut que je le fasse à ta place. Alors, je peux pas faire ça. Mais ça, c'est dur. Ça, c'est dur de me dire, je suis là pour t'écouter, mais je peux pas faire les choses à ta place. Tu peux le faire, toi. Je vais vous dire, je vais te raconter, si tu permets de te raconter. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est souvent les expériences qui accrochent. Moi, j'ai eu des problèmes de santé assez graves. Je me suis rendue, qui ont duré 15 ans, je me suis rendue jusqu'à la chaise roulante avec des limites physiques incroyables. Et un jour, mon conjoint m'a dit, aussi clairement que je te parle là, ta souffrance, elle m'appartient pas, c'est à toi. Alors, c'est à toi à t'occuper de ta souffrance, c'est à toi à t'occuper de qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Par contre, si tu as besoin d'aide, demande-le-moi, puis ça va me faire plaisir de t'aider. Alors, sur le coup, ça m'a fait un choc, mais ça a créé une liberté dans notre relation à ce moment-là, tu vois, ça a créé une liberté. J'avais la responsabilité de m'occuper de ma souffrance, puis il avait raison là-dessus. Parce que si je m'en occupe, je suis pas culpabilisante. Mais si j'ai besoin, c'est à moi à m'en occuper, c'est à moi à faire la demande, c'est à moi à dire ce que je veux, pas à l'autre de le deviner.
Alors, c'est ça. Il m'a appris à m'occuper de mes besoins. Puis c'est vrai qu'il a été là pour moi. Il a été là pour moi tout le long. Vraiment. Ouais, c'est fort. Ouais, c'est vraiment que c'est fort. Et j'imagine quand il t'a dit ça, ça a dû te faire un choc parce que c'est quelque chose, comment dire, quand on est en relation, on est souvent en attente de l'autre et c'est souvent, voilà, il y a beaucoup de choses, on va dire, acquises où on se dit, bah, l'autre, elle est là pour moi, ou j'attends de ça de l'autre, etc. Et finalement, avec ce que je comprends de ce que tu viens de dire, c'est tout l'opposé. Et c'est se dire, OK, chacun, on partage quelque chose en commun, mais en quelque part, chacun ses histoires et c'est à toi de te débrouiller avec tes histoires. Et je trouve ça fou parce que, comme tu dis, ça ouvre, ça donne une liberté, en fait. Oui. On se sent beaucoup plus léger et on n'a pas forcément le poids de l'autre sur les épaules. C'est ça. C'est, C'est ça. c'est, Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible à l'autre, là. Ça ne veut pas dire que bon, François était insensible à ma souffrance. Mais t'as pas eu Mais cette impression-là de justement le fait qu'il te dise ça, qu'il soit insensé, enfin, non, j'ai jamais eu cette impression-là parce que je le savais sensible à ce que je vivais. On me le disait. Je suis sensible à ce que tu vis, je suis sensible à ce qui se passe pour toi, mais je veux pas te prendre en charge. Je veux dire, c'est ta souffrance. Ouais. Alors moi, j'ai besoin d'être écoutée quand je suis dans une situation difficile. On a tous besoin d'être écoutés, d'être compris, d'être entendus, mais pas d'être pris en charge. On n'a pas besoin d'être pris en charge parce que quand on tombe là-dedans, là, c'est la culpabilité qui s'installe dans la relation et puis la dépendance. Et là, on n'en sort plus. Là. C'est comme un écheveau qu'on peut plus dénouer. Là. et ça peut pas faire passer ça comme de l'égoïsme quelque part. Si l'autre est insensible, oui. Si l'autre s'en balance, s'il est complètement indifférent, s'il se dit oh, c'est son problème, moi je déteste cette expression-là, c'est son problème. Non, je ne veux pas entendre ça. C'est ma responsabilité de m'occuper de ma souffrance, mais j'ai besoin que tu m'écoutes. Je lui disais des fois, là, François, j'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai de la peine, j'ai mal, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Je veux pas de solution, je veux juste être écouté. Et je veux juste que tu sois là pour moi. Alors, c'est à moi à lui demander. Et il était là, il m'écoutait, il était sensible à moi. C'est une relation, là. C'est pas toi d'un bord, moi de l'autre. C'est pas possible. Ça marche pas, ça. C'est pas vrai. C'est ton problème. Ce qui devient mon problème dans ta souffrance, c'est ma sensibilité à ce que tu vis. C'est mon impuissance à vouloir t'arracher cette souffrance-là. Ouais. Ça m'appartient. J'ai à vivre avec lui. Il a dû vivre pendant 15 ans avec une impuissance totale, parce qu'il ne pouvait rien faire. Alors ça, c'est son bout. Alors, il y avait un bout, il y avait une souffrance de part et d'autre. Puis on pouvait s'en parler, puis s'écouter, puis être sensible, mais c'est pas la même. C'est pas la même. La souffrance de l'impuissance, c'est dur. Puis la souffrance d'être pris avec un problème de santé, ça peut être un autre problème, puis tu as du mal à trouver une porte de sortie. Alors, c'est de s'écouter. On n'arrête pas de se parler, on n'arrête pas d'être sensible l'un à l'autre, mais on ne prend pas en charge. C'est ça la différence. Donc d'écouter et pas forcément en fait, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à faire ça et beaucoup moins maintenant, mais je vois que c'est souvent la tendance de beaucoup de personnes, c'est tout de suite donner des conseils où tu devrais faire ça ou faire ci, faire ça. Parce que quelque part, je pense que c'est aussi une forme d'amour parce qu'on veut aider l'autre, mais c'est contre-productif et c'est pas du tout ce qui est préconisé, en tout cas ce que tu dis. C'est pas donner des conseils. C'est attendre que l'autre te demande des conseils si besoin. C'est quoi? Oui, exactement. Pourquoi on donne des conseils? Parce qu'on est mal. C'est à nous qu'on veut faire du bien. Si on est honnête, là, quand je donne un conseil à l'autre, je voudrais qu'il change. Je voudrais qu'il soit mieux parce que s'il est mieux, moi, je vais être mieux aussi. Alors, c'est une façon indirecte de m'occuper de moi, mais ça marche pas. Ça marche pas. Avec François, c'était ça.
C'était qu'il fallait que je dise, mon conjoint, là, mon amoureux, c'est un pragmatique. Lui, il résout les problèmes en faisant quelque chose. Et un pragmatique, il faut qu'il trouve une solution. Un problème, une solution. C'est très important. Alors, chaque fois que j'avais besoin de lui parler, il fallait toujours que je dise, j'aimerais ça que tu me donnes pas de solution. Je veux pas de solution, je veux juste que tu m'écoutes, je veux juste être entendu, je veux juste te partager ce qui se passe pour moi. C'est tout. Parce que ces solutions, ça m'allait pas du tout. Je veux dire, ça m'allait pas. Ça résonnait pas en moi. Ouais. Puis c'est souvent ça qui se passe avec les solutions et les conseils qu'on donne aux autres. Ça résonne pas. On part de nous quand on veut être mieux ou on part de notre propre expérience. On n'est pas dans l'écoute de l'autre. C'est dur, c'est très dur. C'est très dur, oui. C'est pas du tout, c'est pas du tout évident. Et ok, ouais, c'est un vrai exercice, se dire, ok, je t'écoute, mais je dis rien, et à la limite lui dire, bah, si tu as besoin de moi ou si tu as besoin de conseils, je suis là pour toi, et ça s'arrête là. Oui, mais être capable d'entendre la peine, parce que c'est ça le problème. Pourquoi on donne des conseils, c'est qu'on voudrait arrêter la souffrance de l'autre. Alors que son besoin, c'est d'être écouté avec cette souffrance-là. Alors, si je l'arrête, puis que je veux pas entendre qu'il y a de la peine ou qu'il est blessé, ben écoute, là, je vais prendre un moyen, je vais lui donner des conseils, je vais le prendre en charge, mais c'est pas ça son besoin. Son besoin, c'est juste d'être écouté, puis de sentir que je l'aime là-dedans. Moi, j'étais diminuée physiquement. J'avais juste besoin d'être écoutée, puis d'exister, puis de sentir que je t'aimais quand même si j'étais diminuée physiquement. C'est ça. Mmh. Ok. Et donc, c'est quoi la façon la plus optimale d'écouter l'autre? C'est écouter, voilà, je suis là pour toi, et je te pose, et poser des questions, je sais pas, c'est peut-être compliqué et un peu naïf comme question, mais est-ce qu'il y a peut-être des conseils ou des choses à faire pour écouter de façon active, ou en tout cas de la plus optimale possible? Je trouve que depuis qu'on a commencé cette conversation, cette rencontre, je trouve que tu as une belle capacité d'écoute. Tu me reformules exactement ce que je viens de dire. Tu déformes pas ma pensée. Alors déjà là, c'est une façon d'écouter qui est très, très bénéfique parce que je me sens respectée, je me sens entendue, je me sens compris, je me sens écoutée. C'est combien de besoin d'être respectée, d'être écoutée, d'être comprise, tout ça, puis d'être reconnue par le fait même. Alors, il y a plein de besoins satisfaits dans cette façon d'écouter-là. Maintenant, mettons, là, c'est pas le cas, mettons que tu es face à quelqu'un qui est dans une émotion quelconque, ben c'est important d'être capable de l'entendre dans son émotion, puis de faire avec l'émotion exactement comme tu viens de faire avec moi. C'est-à-dire, ben, je vois que tu as de la peine, puis je suis sensible à ta peine. C'est ça. Tu as de la peine, puis je suis sensible à ta peine. Est-ce que tu voudrais m'en parler davantage? Est-ce que tu aimerais... c'est ça le genre de question qui serait le plus bénéfique. Mais de poser comme question qu'est-ce qui s'est passé, avec qui, quand, comment, pourquoi, tout ça, c'est pas approprié. La personne, elle va me le dire. Si elle sent qu'elle a été écoutée, ça va sortir d'elle. Elle va dire ce qui est important pour elle de dire. Ma question, elle peut servir à couper l'énergie de son expression. C'est de ça qu'elle a besoin, de s'exprimer. Alors, je pose une question, là, je coupe le flot. Il faut faire attention aux questions qu'on pose. Si on pose une question, ce qui est, à mon avis, rare, dans des cas comme ça, il faudrait que ce soit une question qui va dans le sens du flot, dans le sens de l'énergie de ce qui sort, de ce qui vient. Bon, si tu rencontres quelqu'un, une nouvelle personne, puis tu veux parler avec elle, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, tout ça. Bon, là, on est dans un autre niveau de communication. Ouais. Pourquoi pas? Il faut savoir qu'on est dans un autre niveau. Il y a des niveaux de communication. Ça, c'en est un autre.
Oui, mais quand une personne est quand on est dans une relation de profondeur et d'expression du vécu, à ce moment-là, les questions puis les conseils, ça coupe l'énergie. Donc, si je comprends bien, c'est être beaucoup dans l'observation et au début, peut-être nommer les émotions pour voir s'il y a quelque chose qui résonne avec elle et après, de fil en aiguille, de toute façon, la personne va parler d'elle-même. Prends ce que l'autre te dit, puis tu reformules à partir de ce que l'autre te dit constamment. C'est l'autre ta référence. C'est pas toi. Dès que tu amènes quelque chose de toi, tu coupes une énergie. Alors, c'est l'autre ta référence. C'est toujours l'autre ta référence. Tu t'en aperçois. Si tu amènes ton conseil, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui change dans l'énergie. Il y a quelque chose qui coupe. Alors, tu le fais très bien. Oui, il faut être vraiment focalisé. Ce qui se passe ici, là, c'est un bel exemple pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est ça qui se passe dans notre communication en ce moment. Ouais, il faut être focalisé et pleinement sur l'autre, ce qui est des fois pas forcément évident et être avec la personne. Ok, c'est super intéressant, c'est passionnant. Du coup, c'est un peu tout ça que tu enseignes à l'école, dans ton école à Paris, à Montréal. C'est quoi le parcours à réaliser? Donc, j'imagine bien que là, ça va être compliqué d'expliquer tout. Mais sur 2 plans, par exemple, moi, si je veux commencer à pratiquer la NDC, qu'est-ce que je peux faire? Et dans un second plan, est-ce qu'à l'école, combien de temps ça prend pour apprendre tout ça et comment ça se passe? Comme je t'ai dit, c'est pas une méthode. Oui, c'est pas une méthode. Moi, je suis très une approche, pardon. Une méthode, tu apprends ça plus facilement. C'est une méthode. Oui. Alors, c'est une approche. Donc, c'est tout, ça passe par toi. Ça passe par ton attitude, ça passe par le travail sur soi. Bon. Il y a plein de possibilités. D'abord, lire les livres. D'abord, pour voir si ça nous convient. Puis là, il y a plein de choses à apprendre. Relation d'aide et amour de soi, c'est le livre de base. Les systèmes relationnels. Le dernier, là, au cœur de l'intelligence, il y a des choses super importantes là, sur la connaissance de soi, le travail sur soi, tout ça, ces livres-là. Bon, ensuite, il y a des services, hein, il y a des services gratuits. Allez sur Internet. D'abord, vous pouvez voir Centre de relations d'aide de Montréal. Et là, vous allez voir tout ce qui est offert. Il y a des services gratuits, il y a même des thérapies gratuites qui sont offertes par des étudiants en fin de formation. Ah oui? Okay. Il y a des ateliers gratuits, il y a des choses, il y a des ateliers de 3 heures, il y a des ateliers d'une fin de semaine, il y a la formation. La première année, là, c'est juste le travail sur soi. C'est 11 fins de semaine, plus un intensif d'une semaine. Alors là, il y a quelque chose qui s'intègre, là. C'est parce que avec une méthode, c'est sûr que on pratique la méthode, on finit par être plus habile, mais avec une approche, il faut intégrer. À l'intégration, ça demande du temps, puis ça demande d'être mis dans la situation d'apprentissage. C'est la répétition, hein, on le voit avec les neurosciences. On a créé nos neurones puis nos connexions par la répétition. C'est par là, on a créé des autoroutes, on emprunte toujours les mêmes. Pour changer d'autoroute et créer de nouvelles connexions et de nouveaux neurones, il faut avoir un changement, sortir de la zone de confort et avancer avec nos peurs. Les peurs, on peut pas les mettre de côté. Avancer avec nos peurs puis répéter de façon à ce que on crée des autoroutes dans notre cerveau. Parce que c'est ça qui fait qu'on active le cerveau, c'est ça qui fait qu'on active l'intelligence. C'est ça qui est important. Alors donc, allez voir sur le site du Centre de relations d'aide de Montréal, puis là, vous choisissez parmi ce qu'ils vous offrent, puis vous appelez, vous pouvez téléphoner. Il y a l'École internationale de formation à l'ONDC à Paris. Alors là aussi, vous appelez, il y a des numéros de téléphone, vous posez des questions, vous vous informez.
et vous allez vraiment peut-être trouver quelque chose qui vous parle. Et tout peut se faire à distance. Maintenant, avec la pandémie, on a dû adapter nos cours. Et je vais vous dire, là, tu as vu comment j'étais avec toute la technologie, là, c'est pas ma force, là. J'ai dû apprendre à enseigner avec la plateforme Zoom, puis à utiliser tous les icônes et tout ça. Mais au début, j'endormais pas tellement ça m'inquiétait, mais je me suis rendu compte qu'il y a moyen, parce qu'on peut épingler une personne, il y a moyen, en travaillant avec les gens, comme on est actuellement, là. Alors là, je me suis mis à trouver que c'était extraordinaire, la technologie. Donc, il y a des choses en ligne. Tu peux être en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion ou à l'autre bout du Canada. Il y a moyen de trouver quelque chose qui peut t'intéresser puis te permettre de voir si ça te parle. Voilà. La formation, c'est 3 ans. Après 3 ans, tu peux devenir thérapeute. C'est 3 ans à temps plein ou c'est à distance? Non, une fin de semaine par mois. Fin de semaine, d'accord. Le week-end. Oui, c'est des week-ends. Et puis après, quand tu as fait les 3 ans, ben là, tu peux te spécialiser dans la relation de couple, tu peux te spécialiser dans la thérapie pour enfants ou pour ados ou pour l'animation de groupe. Il y a de la recherche aussi, il y a de tout. OK. Très intéressant. Je mettrai le lien pour les auditeurs et même pour moi, je vais aller. J'avais commencé à regarder. Ça avait l'air assez fourni. Et c'est vrai que tu as écrit pas mal de livres sur le sujet que je vais m'empresser de lire, de lire par la suite parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets et c'est vrai qu'une émission, ça suffit pas de tout aborder. Est-ce qu'il y a des, je voulais te poser après peut-être une dernière question, mais est-ce qu'il y a des choses autour de la NDC dont on n'a pas parlé ou que tu aurais aimé aborder? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est important que je t'ai pas demandé ou quelque chose que tu aurais voulu préciser? Oh, il y en aurait beaucoup, là. Mais je pense que l'essentiel d'à retenir, c'est l'importance de la relation, de l'authenticité, de se donner la liberté d'être soi-même. Parce que être libre, là, c'est pas faire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, avec qui on veut. Puis non, c'est pas ça être libre. C'est ça veut dire que l'autre n'existe pas, là. Ça marche pas. Être libre, c'est être soi-même le plus possible, se donner cette liberté-là. Ça, c'est un objectif de la MDC, la liberté d'être soi. Puis être libre, c'est faire des choix à chaque instant. Quand on dit « j'ai pas le choix », ça veut dire qu'on a choisi de pas choisir. On a le choix. On a toujours le choix. Dans l'impuissance, on a le choix de foncer dans le mur ou de lâcher prise ou de trouver une autre façon, mais on a toujours le choix. Alors, ça, c'est la liberté, c'est fondamental. Moi, je suis. Alors, la peur de l'engagement, pour moi, c'est plus qu'une peur de perdre sa liberté, c'est une peur de souffrir du fait qu'on perd notre liberté. C'est ça, dans le fond. Alors, une autre chose, c'est tout le rapport au travail sur soi. On travaille avec ce qu'on est. Ça, Krishnamurti l'a dit, hein. L'aidant, il travaille avec ce qu'il est beaucoup plus qu'avec ce qu'il sait. Parce qu'on a tous eu des enseignants dans la vie qui étaient des érudits, des savants, puis ils nous ennuyaient à mourir. On n'avait pas envie de les entendre. Alors, l'autre à côté qui a moins d'études, mais qui met toute son âme, son cœur, toute sa personne dans ce qu'il fait, alors toute sa passion, ben alors là, il peut nous amener au bout du monde. Hein. Alors, faire ce qu'on aime, c'est ça veut dire respecter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, puis suivre son chemin. Notre chemin, là, il n'est pas toujours facile à suivre parce qu'il n'est pas défriché, il y a juste le nôtre pour nous. On a un chemin, c'est le nôtre. Quand tu prends celui de l'autre, au départ, il a l'air défriché puis ça a l'air plus facile. Mais à long terme, tu te perds dedans. Alors que même si le mien n'est pas défriché, c'est là que je me trouve. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. C'est mon bout de chemin à faire.
Et tu as parlé justement de la liberté. Finalement, est-ce que, en quelques mots, la liberté affective, c'est la liberté d'être soi dans sa relation? C'est ça que tu entends par liberté? Mais un jour, ma fille, quand elle a commencé ses relations amoureuses, puis ça ne marchait pas, elle me dit, Maman, comment on fait pour reconnaître que c'est le bon? C'est toute une question, hein, c'est toute une question, parce que moi, je fais partie de ceux qui ont rencontré le bon assez jeune. Là. On avait 18 et 19 ans. Mais comment on fait? Hein? Mais je pense que dans une relation, là, on est là pour s'aider. On sent qu'avec une personne, on grandit. On est propulsé dans une relation, dans une bonne relation. On est propulsé, puis on est respecté dans nos différences, puis on fait en sorte que nos différences servent à créer quelque chose de commun puis d'unique ensemble. Alors, c'est sûr que si dans ça, tu te perds dans l'autre, tu perds la liberté de rester toi-même, bien ça, c'est évident que c'est une relation qui va mener soit à la souffrance, soit à la séparation. Ça peut pas marcher. Parce que si tu te changes pour être ce que l'autre voudrait que tu sois, tu seras jamais sûr de son amour parce que tu vas essayer de te faire aimer en n'étant pas ce que tu es. Donc, tu vas toujours être dans l'insécurité dans une relation comme ça. Tu ne seras jamais sécurisé. La sécurité, tu vas l'avoir en restant toi-même. Puis si l'autre te prend avec ça, bien, bravo, on part. On part à l'aventure, mais c'est une belle aventure, vraiment. Du coup, est-ce que vraiment il y a cette question de la bonne personne? Est-ce que finalement, potentiellement, tout le monde peut être la bonne personne à partir du moment où tu décides de construire à deux? Finalement, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Mais on le sent de l'intérieur. Hein. Il y a des personnes où ça fait non. Ça fait non. Ça fait non en dedans. Alors, si je mets du rationnel là-dedans, parce que moi, quand j'étais amoureuse de François, j'avais un autre, on appelle ça un prétendant chez nous, un autre homme qui voulait me fréquenter, puis j'étais prise parce que l'autre, François, il doublait sa 7e année, il a triplé sa 9e année. Aujourd'hui, il a 2 maîtrises et tout ça. Quand je l'ai connu, moi, c'est comme en même temps que j'ai commencé à travailler avec mes ados, me suis rendu compte que c'est des gens intelligents, mais qui étaient convaincus qu'ils ne l'étaient pas, tu vois, parce que... Alors, ma tête me disait, avec l'autre, il y a des études, il est installé matériellement et tout ça, puis j'étais divisée parce que... puis j'avais été voir un ami, puis j'avais dit, qu'est-ce que je fais? Je suis perdue. Ben, il dit, t'as pas à t'inquiéter. Et il dit, ton choix, c'est François. Ben, j'ai dit, pourquoi tu dis ça? Ben, il dit, c'est parce que lui t'aime. C'est lui qui t'aime. Voilà, c'est tout. Ça se passe de là, ça se passe au cœur, ça se passe pas dans la tête. Après, ben, on construit. Après, il y a des difficultés, il y en a eu. Il y a eu des moments où j'ai eu envie de partir, mais je suis restée parce que j'avais envie de construire. Alors ça fait partie du chemin. Oui, bien sûr. De toute façon, il y a toujours des difficultés dans les relations et s'il n'y a pas de difficulté, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche finalement. Oui, exactement. Bon, si tu me permets, je vais donner un exemple. Bien sûr. Je rencontre une dame qui me dit, lors d'une soirée, qui se met à me parler, puis elle me dit, là, je suis pas bien du tout, mon conjoint vient de me laisser pour une plus jeune. Ça faisait 25 ans qu'on est ensemble, mais je comprends pas, on s'est jamais disputé. Ben, moi, j'ai compris pourquoi il était parti, parce que là, il n'y a plus de place pour dire les choses désagréables, il n'y a plus de place pour... il faut que ça soit toujours beau, il ne faut pas qu'il y ait de chicane, il ne faut pas qu'il y ait de conflit, il faut que ça soit parfait. Une relation comme ça, il y a du refoulement, sûrement. Alors, à un moment donné, ça éclate. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'engueuler, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ça veut dire que dans une relation, il y a des moments difficiles, il y a des conflits, puis il y a des moments où
on a envie de baisser les bras, là, vraiment. Alors, on a le choix. À chaque instant, on a le choix. Le choix. Construire ou détruire, ouais. Super. Construire ou détruire, continuer ou arrêter, on a le choix. Ok, ouais, finalement, oui, pas que construire ou détruire, on a beaucoup d'options possibles, mais il faut prendre la responsabilité. Et, Oui. super. C'est super passionnant, Colette. Merci beaucoup. Hein. Je pense qu'on a fait un bon petit tour et pour un premier épisode, je trouve que c'est très intéressant. S'il y a des choses qui te tiennent à cœur et que tu n'as pas forcément dit, c'est le moment. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose que tu voudrais particulièrement dire. Non, mais moi, ce que je voudrais dire, là, c'est que j'ai beaucoup apprécié la rencontre avec toi. Là. Ça m'a beaucoup nourri parce qu'on était en relation. Et c'est ça que j'aime. J'aime être en relation, puis avoir quelqu'un qui m'interviewe, mais en m'écoutant, puis que je suis capable d'écouter aussi. Alors là, c'est parfait pour moi. Puis il y a la façon idéale là, de rejoindre le site, là, c'est cramformation.com. Cramformation en un mot.com. Alors voilà, merci à toi. Ça me fait plaisir de te connaître, Léon. Puis, oui, pareil. J'ai déjà entendu dans une autre émission, puis ça m'a donné le goût de faire cette entrevue avec toi. Parce que je me suis sentie en confiance au départ. Alors, je te remercie. Super, moi aussi, pareil, Colette. J'aimerais juste terminer par deux petites questions, si tu veux bien. C'est des petites questions un peu que je pose à mes invités. La première, c'est si tu étais dans les nuages avec un gros panneau d'affichage que tu pourrais montrer à tout le monde, qu'est-ce que tu mettrais comme message dessus? Je suis surprise moi-même de dire ce qui me montre, là, parce que c'était pas ce que je pensais avant. Mais moi, je vous dirais, dans les relations, quand c'est difficile, il faut savoir pardonner. Ça veut dire comprendre que l'autre, il a ses blessures, puis que j'ai les miennes, puis que quand il est défensif, puis que ça me blesse, et moi aussi, je le suis. Alors, c'est que essayer de se comprendre mutuellement dans nos défensives, puis se pardonner, parce que sinon, on va passer constamment d'une personne à l'autre. On n'arrivera pas à construire quelque chose de profond, puis d'enraciné. Ouais. Super. Vraiment... Très beau message, j'approuve. Et deuxième question, si tu pouvais remonter dans le temps et parler à toi, donc à Colette, enfant ou ado, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce qu'il y aurait un message que tu aurais envie de lui dire? Ça, c'est une question qui me touche. Ben, je pense que je dirais, je suis fière de toi, Colette. Je suis fière, je vois que je suis touchée, là. Je finis avec l'émotion. Je suis fière de ce que tu as fait avec tout ce qui s'est passé pour toi dans ta vie, comme enfant, comme adolescente, fière du chemin que tu as suivi. C'est ça que je dirais, puis ça me touche d'être capable de me dire ça, parce que ça me fait réaliser que j'ai beaucoup fait de chemin dans l'amour de moi. Ah, c'est beau. Ça me touche aussi, ça m'émue. Je suis touché aussi. Écoute, merci beaucoup, Colette. Pour cet entretien, j'ai adoré, je pense encore plus adoré de te rencontrer en vrai, de pouvoir échanger un petit thé ensemble et discuter. Je pense que ce sera à partie remise, je ne sais pas quand, mais un jour, je sais qu'on arrivera à se rencontrer, je pense. Comment on fait pour te contacter, suivre pour les auditeurs? Ils te suivent sur la CRAM? Est-ce qu'ils peuvent te contacter? Donc, il y a tes livres. Passer par le CRAM puis par mes livres. Là, le dernier livre là, qui vient de sortir, là, ça sera peut-être le premier chemin à prendre, puis passer par le CRAM. Parce que moi, je ne peux pas donner mes coordonnées personnelles. Bien sûr, je comprends. Non, peut-être que je pensais que tu avais un LinkedIn ou un profil public, mais je pense que non. C'est juste par tes livres. Si on devait commencer par un livre, ce serait lequel du tien? Ce serait le dernier que tu as écrit? Ceux qui veulent connaître l'ANDC, puis l'approche, puis la philosophie de l'approche, c'est Relation d'aide et amour de soi. D'accord. Ce livre-là, il a toujours marché depuis sa création. Il est nouveau, il est encore comme s'il venait de sortir.
Puis le deuxième, ça serait le dernier, là, au cœur de l'intelligence. Ça va vous propulser, ça va vous faire découvrir que vous êtes intelligent, puis ça va vous donner le goût de créer votre vie, quel que soit votre âge. Super. Bon, parfait. Super. Écoute, merci beaucoup, Colette. C'était vraiment un plaisir. J'espère que tu as pris du plaisir aussi. Et puis, je remercie les auditeurs d'avoir écouté jusque-là. Je vous encourage à lire les ressources citées par Colette parce que je pense qu'on va beaucoup apprendre de ces ressources et en tout cas, ça donne vraiment envie de développer tout ça et d'apprendre tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager l'épisode et puis on se redit à une prochaine fois pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Colette, et très bonne continuation à toi et au plaisir d'échanger et de te voir à nouveau. Super, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes, car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes. Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire, n'hésitez surtout pas. Ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans.